Précédemment, nous avons appris à créer des objets et à affecter des valeurs à des propriétés d'objets. Maintenant, nous allons voir comment on peut agir sur les objets. Alors, agir sur un objet, ça veut dire changer des valeurs, on l'a déjà appris, et puis faire d'autres actions avec les objets. Ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes d'objets. Donc, nous allons apprendre à créer des méthodes d'objets, même si en fait, on l'a indirectement fait dans les cours précédents. Alors, je vais donc créer une entité. Donc, dans le répertoire Entity, je vais créer une classe. Et puis là, je vais repartir sur la classe article habituelle. Et en namespace, je vais indiquer que l'on est dans App et Entity. J'ai ma classe qui est créée. J'enlève cet élément-là. Et je vais donc créer une première propriété qui va être la référence. Donc, ça sera une chaîne. Je vais l'appeler référence. Et puis ici, je vais faire un commentaire, c'est la référence de l'article. Ensuite, je vais créer une autre propriété d'objet qui va être le nom commercial, donc ça sera une chaîne, donc j'écris trade name, et ici, je marque nom commercial de l'article. Ensuite, je vais créer une troisième propriété qui va être le prix, donc le prix sera de type float. Je vais l'appeler price puisque j'utilise un nommage en anglais et ici je vais écrire prix de l'article. Ensuite, il nous faut pouvoir affecter une valeur à ces trois propriétés qui sont privées, donc inaccessibles depuis l'extérieur de la classe. Donc pour cela, il faut faire ce que l'on appelle des mutateurs. Donc je vais insérer les mutateurs via l'IDE. Et ici, les mutateurs, c'est ce qu'on appelle des setters. Donc je vais insérer les trois. Voilà. Et maintenant, il faut insérer aussi les assesseurs, ce qu'on appelle les getters, pour pouvoir lire les valeurs, puisque ce sont des propriétés privées. Donc j'utilise mon IDE, et puis là, je récupère les trois mutateurs, comme ceci. Alors ici, nous avons fait mutateur et assesseur. Je vais faire un petit commentaire, parce que, comme on le voit ici, si je fais cette référence, ça va me permettre d'affecter une référence à la propriété référence. On a donc bien agi sur l'objet courant. Eh bien, on a donc une méthode d'objet. Je vais l'écrire en commentaire. Donc ici, on a une méthode d'objet. Et on va dire que c'est une méthode qui agit uniquement sur l'objet courant, qui est donc désigné par $this. Très important. Donc c'est le cas des mutateurs et des assesseurs. C'est ce qu'on vient de créer. Ce qu'on appelle également des getters et des setters. Donc là, je les ai créés avec l'IDE. Sinon, vous pouvez l'écrire à la main. Donc on a bien ici créé des méthodes d'objets puisqu'on agit sur le contenu des propriétés. Donc avec des mutateurs et des assesseurs. Donc ça, on savait déjà le faire, donc finalement, on n'a rien appris de nouveau pour l'instant. Par contre, là, on va voir d'autres méthodes d'objets. Donc je vais écrire d'autres méthodes d'objets, c'est-à-dire des méthodes qui vont agir sur l'objet. Par exemple, je vais créer une fonction qui va augmenter le prix, donc increase en anglais, et je vais lui indiquer un pourcentage ici en paramètre. Et je vais dire que le prix, donc je vais marquer le prix de l'objet courant. L'objet courant est bien désigné par this. Donc le prix de l'objet courant doit recevoir son propre prix multiplié par 1 plus le pourcentage. Donc on prendra une valeur entière qu'on divisera par 100 pour obtenir la nouvelle valeur. On n'oublie pas de commenter son code et %, ici, sera donc un entier. On peut prévoir également une méthode qui va réduire le prix. Donc, je vais l'appeler decrease price. Pareil, avec le même argument. Et puis ici, je vais donc réduire le prix. Donc j'ai juste à remplacer le plus par moins. Donc là, on a deux méthodes. Une méthode qui permet d'augmenter le prix et une méthode qui permet de réduire le prix. On a bien un objet, une méthode d'objet, puisqu'on va agir sur l'objet courant. Donc voilà qu'on a utilisé this.
Donc dans mon répertoire web, je vais créer un nouveau fichier PHP que je vais nommer index. Et ici, je vais inclure la classe que j'ai créée tout à l'heure, la classe article. Donc pour cela, je remonte dans l'arborescence, je rentre dans le répertoire src, puis dans le répertoire app, puis dans le répertoire entity. Comme j'ai utilisé un namespace, dans article, j'y vais, je regarde le namespace, je le copie, donc app entity, et puis ici, je dis que dans ce namespace, je vais utiliser article. Maintenant, je peux créer un article. Donc, je prends une variable qui va stocker mon article. Je prends le mot-clé new pour faire une instance de la classe article. Et là, je crée mon article. Si je fais un var dump de mon article, je veux obtenir la chose suivante. Donc, je vais dans mon répertoire web. On m'indique ici plusieurs messages qui m'indiquent que j'ai oublié ici d'inclure le fichier article.php. C'est pour ça que j'ai un message d'erreur. Et j'ai bien mon objet ici article avec les trois propriétés référence, trend name et price. Je vais lui affecter un prix, donc je prends mon article 1 et je lui indique que je veux lui affecter un prix. Par exemple, je vais lui mettre 100. Si j'actualise, on voit qu'ici j'ai bien un prix de 100. Maintenant, je souhaite augmenter le prix. Donc je fais article 1 et là je vais faire increase price et je vais dire que je vais l'augmenter de 5%. Si je regarde maintenant après actualisation, j'ai bien le prix 105 €. Donc on voit bien que grâce à la méthode increasePrice, j'ai agi sur mon objet sans toucher aux autres objets. Par exemple, si je prends un deuxième article que je stocke dans article 2, je vais lui fixer un prix. Donc je prends mon article 2, je lui affecte un prix et je vais lui mettre 200. Maintenant, si je veux augmenter mon prix, je vais prendre l'article 2 et puis je vais lui faire increase price. Par exemple, je vais marquer 10%. Si je fais un var dump de mon deuxième objet, on aura bien ici 220 €. Le gros avantage de ça, c'est que grâce à la notation objet, déjà, on a un code beaucoup plus lisible puisque j'en ai déjà parlé, mais c'est surtout qu'on a des méthodes qui ne concernent que les objets sur lesquels elles sont appelées. Par exemple, là, je vais décroître le prix de 10% pour article 1 et j'ai le résultat ici, 94,50 €. On voit bien que la méthode decreasePrice ne concerne que l'objet article 1. Et comme je l'ai dit dans mes tutos précédents, on le sait parce que dans la classe, on utilise $this qui, en fait, désigne l'objet sur lequel va être appelée la méthode decreasePrice. C'est cela que l'on appelle des méthodes d'objet. Je vais compléter un petit peu cette explication en montrant quelque chose qu'il serait maladroit de faire. Par exemple, je vais créer une fonction que je vais appeler GenerateReference. Donc ça va me permettre de générer automatiquement une référence dans la propriété référence. Donc je vais prendre par exemple une variable que je vais appeler words. Je vais faire un explode sur les espaces et je vais prendre en argument donc le nom commercial. Donc ici, ça veut dire que si j'ai trois mots dans mon nom commercial séparés par des espaces, j'aurai un tableau qui contient trois éléments. Je vais initialiser une variable letters. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans ce for each. Alors, je vais descendre un peu. Je vais récupérer dans ce for each, en fait, chaque mot et je vais prendre la première lettre de chaque mot du nom commercial. Donc ici, je vais avoir mon words, ici word. Et je vais donc indiquer que je vais concaténer la première lettre de chaque mot que je vais mettre en majuscule. Donc je vais faire un start to upper en extrayant le premier caractère de chaque mot. Donc je pars de la première lettre et je veux donc une seule lettre. Donc letters à chaque tour va contenir la première lettre de chaque mot qui compose la référence commerciale.
Ensuite, je prends la référence comme non, c'est le train name que je veux. Non, c'est la référence. Donc je prends la référence et puis je lui indique que je souhaite avoir donc la valeur de letters. J'ai donc une méthode ici qui me permet de générer une référence qui va être affectée à référence. Je viens ici, je vais prendre par exemple pour l'article 1, je prends mon article 1 et je fais un generate référence. Je vais regarder dans le vardump ce que ça me donne. Donc ici, je m'aperçois que j'ai mal écrit la méthode substring. J'ai laissé un i, qui ne devrait pas être. Donc ici, on voit que pour l'instant, la référence, j'ai rien, tout simplement parce que je n'ai pas affecté de référence à mon article. Donc je vais prendre de nom commercial. Donc je vais prendre mon article 1, je vais lui faire un set frame name, et puis par exemple, je vais écrire clavier ultra plat noir. Maintenant, si j'actualise, je vais avoir ma référence qui a été automatiquement générée avec chaque lettre de mon mot. Alors, ça peut paraître bien d'écrire ça comme ça, mais là, avec le nom qu'on a utilisé, Generate Reference, on ne s'attend pas à ce que la référence soit générée automatiquement, c'est-à-dire qu'elle est affectée automatiquement. Donc ça, c'est une mauvaise façon de faire. Donc le nom de la méthode n'est pas clair par rapport à ce qui est fait. Ici, on s'attend en fait plutôt à générer une référence sans qu'elle soit affectée à la référence de l'objet courant. Là, on est tout proche de l'effet de bord. Un effet de bord, c'est un effet qui n'est pas prévu, mais qui est déclenché par une méthode parce que elle prévoit de le faire. Par exemple, ici, l'effet de bord, ça serait qu'on génère une référence et en même temps, elle va modifier la valeur d'une propriété. Alors que par rapport à son nom, c'est pas trop ce qu'on s'attend à faire. La bonne façon de faire, c'est de déclarer par exemple une nouvelle fonction et de l'appeler auto assignment reference. Là, on voit que la référence va être automatiquement assignée. Alors, je ne vais pas réécrire le code là. Je vais simplement me contenter de dire que ma référence doit récupérer les résultats de la méthode GenerateReference. Et le $10 ici va faire référence à l'objet courant sur lequel est appelé AutoAssignment. Donc il va appeler GenerateReference sur l'objet finalement qui a été déclenché par AutoAssignmentReference. Donc ici, j'ai plus qu'à faire un return des lettres qui du coup vont être affectées à reference. Maintenant, si je viens ici, je vais faire un AutoAssignmentReference. Et quand je clique, on voit que ça n'a rien changé puisque j'avais bien mis clavier ultra plat noir. Je vais marquer en plastique. Donc j'actualise et on voit bien que ça a changé. Par contre, le nom est beaucoup plus clair. Alors puisque GenerateReference va être utilisé depuis l'intérieur de la classe et jamais depuis l'extérieur, on peut le passer en private. Et de fait, il ne sera plus possible d'utiliser GenerateReference depuis l'extérieur de la classe. Nous voyons bien ici qu'on a une méthode d'objet AutoAssignmentReference, mais on en a également une ici, mais de type privé cette fois-ci, qui va être utilisée par une autre méthode qui elle est publique. Alors une méthode peut utiliser plusieurs autres méthodes, ça ne pose aucun souci, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Encore une fois, quand on regarde la programmation orientée objet, l'utilisation de la POO, on peut s'apercevoir qu'on a un code bien lisible puisqu'on voit ce qu'on fait avec un article, ici on affecte le prix, ici on l'augmente, ici on le réduit. Donc ça donne une notation très lisible. Alors on a fait le tour des méthodes d'objet. Maintenant je vous invite à découvrir les méthodes de classe et les variables de classe, c'est-à-dire les propriétés de classe. À tout de suite.